Avant de sortir de ma voiture, je contrôle que le frein à main soit bien serré. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que toutes les vitres sont relevées. Réponse C, oui. Réponse D, non. Avant de descendre de ma voiture, je vérifie qu'elle est bien immobilisée, que le frein de parking, le frein à main est bien serré. Pour les voitures automatiques, que le sélecteur de vitesse est bien en position P, parking. Pour les voitures à boîte manuelle, je peux laisser une vitesse, la première ou la marche arrière, si la route est en pente. Je vérifie que toutes les vitres sont totalement remontées. Puis lorsque je quitte mon véhicule, je vérifie le verrouillage des portes. Avant de sortir de ma voiture, je contrôle que le frein à main soit bien serré. Réponse A, oui. Que toutes les vitres sont relevées. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans cette rue à sens unique, les cyclistes peuvent circuler en sens inverse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau à droite de l'image est un panneau zone de rencontre. Il signifie entre autres que les cyclistes sont autorisés à circuler en sens inverse alors que la rue est en sens unique pour les autres usagers. Je dois donc m'y préparer si je rencontre ce panneau. Dans cette rue à sens unique, les cyclistes peuvent circuler en sens inverse. Réponse A, oui. La plupart des voitures modernes permettent le réglage du volant en profondeur. Réponse A, oui. Réponse B, non. En hauteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Oui, sur la plupart des voitures modernes, il est possible de régler le volant en hauteur et aussi en profondeur. Cela va vous permettre de conduire dans les meilleures conditions. Bien entendu, il faudra régler le volant avant de partir. La plupart des voitures modernes permettent le réglage du volant en profondeur. Réponse A, oui. En hauteur, réponse C, oui. Réponse A et C. À droite, le long du trottoir, je suis autorisé à stationner. Réponse A, oui. Réponse B, non. Faire descendre un passager. Réponse C, oui. Réponse D, non. À droite de l'image, il y a un arrêt de bus. On peut même voir un panneau avec écrit bus. Et je n'ai pas le droit de m'y arrêter, quelles qu'en soient les raisons. Téléphoner, me reposer, déposer un passager, et donc bien sûr, je n'ai pas le droit de m'y stationner. Donc à droite, le long du trottoir, je suis autorisé à stationner, réponse B, non. Faire descendre un passager, réponse D, non. Réponse B et D. Il est dangereux de transporter un animal sans l'attacher ou en dehors d'une cage. Pour le conducteur, réponse A, oui. Réponse B, non. Pour l'animal, réponse C, oui. Réponse D, non. Un animal, chien ou chat, ne devrait pas être transporté en liberté dans l'habitacle. On ne peut pas prévoir ses réactions, il peut perturber ou gêner le conducteur, ce qui peut être dangereux. Et en cas d'accident, l'animal sera blessé et peut même paniquer. Il est préférable de placer votre animal dans une cage attachée ou l'attacher à l'arrière. Il existe des dispositifs spéciaux pour les chiens, une sorte de harnais, qui s'adaptent sur la ceinture de sécurité. Il est dangereux de transporter un animal sans l'attacher ou en dehors d'une cage. Pour le conducteur, réponse A, oui. Pour l'animal, réponse C, oui. Réponse A et C. Pour pouvoir me garer à cet emplacement, il faudra payer, réponse A, oui. Réponse B, non. Utiliser un disque de stationnement, réponse C, oui. Réponse D, non.
Ici, nous avons affaire à une zone bleue. C'est une zone où le stationnement est gratuit mais régulé. Il autorise le stationnement pour une durée limitée. On trouve ces zones majoritairement dans les centres-villes. Elles sont appelées zones bleues car elles sont presque toujours matérialisées par un marquage au sol bleu et régulées par un disque de stationnement bleu. En moyenne, sa durée autorisée varie généralement de une demi-heure à 1 heure et demie. Lorsque vous vous garez, vous réglez sur l'heure d'arrivée. Vous posez le disque sur la face intérieure du pare-brise. Le disque doit être bien visible à l'extérieur en cas de contrôle. Si vous ne respectez pas la limite de durée de stationnement, vous pouvez être sanctionné d'une contravention de 35 €. Pour pouvoir me garer à cet emplacement, il faudra payer, réponse B, non. Utiliser un disque de stationnement, réponse C, oui. Réponse B et C. Le premier contrôle technique d'une voiture doit être effectué avant ça. Réponse A, première année. Réponse B, deuxième année. Réponse C, quatrième année. Le premier contrôle technique doit avoir lieu dans les semaines qui précèdent le 4e anniversaire de la voiture. Il faut réaliser le premier contrôle technique avant que le véhicule ait 4 ans. La date de la première mise en circulation du véhicule est inscrite dans le certificat d'immatriculation. À partir du deuxième contrôle technique, il devra être renouvelé tous les 2 ans au plus tard. Le premier contrôle technique d'une voiture doit être effectué avant ça, réponse C, 4e année. Si tu apprécies cette série, lâche un like pour la force et un commentaire pour le référencement. Question 8. Ce panneau autorise le dépassement. Réponse A, des voitures. Réponse B, des vélos. Réponse C, des motos. Ce panneau est un panneau d'interdiction de dépasser, mais il n'interdit pas tous les dépassements. Il interdit le dépassement des véhicules à moteur autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Autrement dit, je peux dépasser tous les 2 roues à moteur ou non, dès l'instant qu'ils ne sont pas équipés d'un sidecar. Je suis autorisé aussi à dépasser tous les véhicules non motorisés. Ce panneau m'interdit également de dépasser un véhicule agricole motorisé. Tracteur, moissonneuse, etc. Même si celui-ci est lent et peu encombrant. Ce panneau autorise le dépassement, réponse B, des vélos, réponse C, des motos, réponse B et C. L'utilisation du téléphone portable pendant la conduite multiplie le risque d'accident par, réponse A, 1,5, réponse B, 23. Une récente étude a montré que manipuler son téléphone en conduisant multiplie le risque d'accident par 23. La manipulation de l'appareil oblige à quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. Donc faites attention avec votre téléphone lorsque vous conduisez, vous risquez 135 € d'amende et 3 points sur le permis de conduire. L'utilisation du téléphone portable pendant la conduite multiplie le risque d'accident par, réponse B, 23. Pour dépasser ce cycliste, je chevauche la ligne continue. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'active mon clignotant. Réponse C, oui. Réponse D, non. Bien que le code de la route interdise le franchissement et le chevauchement d'une ligne continue, quelques exceptions sont tolérées. Le franchissement, c'est quand vous traversez complètement la ligne. Le chevauchement, c'est quand vous roulez partiellement sur la ligne.
Le dépassement sur une ligne continue est autorisé en présence d'un cycliste. Ce dépassement est possible uniquement si la visibilité est suffisante et que ce dépassement ne constitue pas un danger, que l'usager peut reprendre sa place dans la circulation sans en perturber le déroulement, que la vitesse des deux véhicules permet ce dépassement dans un temps assez court. Bien entendu, le conducteur doit avant cela prévenir de son intention de dépasser en mettant son clignotant. Pour dépasser ce cycliste, je chevauche la ligne continue, réponse A, oui. J'active mon clignotant, réponse C, oui. Réponse A et C. Un pneu perd de la pression avec le temps qui passe, réponse A, oui. Réponse B, non. En cas de choc contre un trottoir, réponse C, oui. Réponse D, non. Un pneu peut perdre de la pression en cas de choc contre un trottoir en raison de l'impact. Il peut endommager la structure du pneu, provoquer des fissures ou des fuites autour du talon, ou même déformer la jante, compromettant ainsi l'étanchéité. Un pneu perd de la pression avec le temps en raison de la perméabilité naturelle du caoutchouc. Cela permet à de petites quantités d'air de s'échapper lentement. Les variations de température peuvent également affecter la pression, avec l'air se contractant par temps froid et se dilatant par temps chaud, ce qui peut accélérer la perte de pression. Un pneu perd de la pression avec le temps qui passe, réponse A, oui. En cas de choc contre un trottoir, réponse C, oui. Réponse A et C. Pour retrouver une vision normale après un éblouissement, j'ai généralement besoin de réponse A, 1 seconde, réponse B, plusieurs secondes. J'imagine que cela vous est déjà arrivé d'être ébloui. C'est une sensation qui est très désagréable. Et dans un tunnel, ça peut être extrêmement dangereux. On est ébloui car les yeux se sont adaptés à la faible luminosité du tunnel et ne sont pas préparés à l'intensité lumineuse extérieure. Les pupilles se dilatent dans l'obscurité pour laisser entrer plus de lumière, mais lorsqu'on sort brusquement dans une lumière vive, elle ne se contracte pas instantanément. Cette transition soudaine provoque une surcharge des récepteurs de la rétine, entraînant un éblouissement temporaire jusqu'à ce que les yeux s'adaptent à la nouvelle luminosité. Bien entendu, le temps de l'éblouissement dépendra de plusieurs facteurs, mais dure en moyenne quelques secondes. Pour retrouver une vision normale après un éblouissement, j'ai généralement besoin de, réponse B, plusieurs secondes. Lorsque je roule avec les feux de brouillard arrière allumés, les usagers qui me suivent risquent d'avoir une moins bonne visibilité des feux de stop de ma voiture. Réponse A, oui. Réponse B, non. Risque d'être ébloui. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'utilisation inappropriée des feux de brouillard arrière peut présenter plusieurs risques. Lorsqu'ils sont allumés en l'absence de brouillard dense, ces feux, beaucoup plus brillants que les feux arrière standards, peuvent éblouir les conducteurs derrière vous. Les feux de brouillard arrière peuvent masquer les feux de freinage, rendant difficile pour les autres conducteurs de discerner quand vous ralentissez ou vous vous arrêtez, ce qui peut également augmenter les risques de collision. Petit rappel, les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Lorsque je roule avec les feux de brouillard arrière allumés, les utilisateurs qui me suivent risquent d'avoir une moins bonne visibilité des feux de stop de ma voiture. Réponse A, oui. Risque d'être ébloui. Réponse C, oui. Réponse A et C. Certains écrous nécessitent l'utilisation d'un outil spécifique pour dévisser une roue. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Oui, par exemple, les écrous de roue à sécurité, également connus sous le nom d'écrous anti-vol, ont une forme unique qui nécessite une clé spéciale correspondante pour être retirée. Cette mesure de sécurité vise à dissuader le vol des roues et à protéger le propriétaire de véhicule contre le vol. Certains écrous nécessitent l'utilisation d'un outil spécifique pour dévisser une roue. Réponse A, oui. La niche de sécurité se trouve, réponse A à gauche, réponse B à droite. L'issue de secours se trouve, réponse C à gauche, réponse D à droite. À gauche de l'image, on peut voir un emplacement d'arrêt d'urgence, aussi appelé refuge. En cas de problème, il servira à garer votre véhicule en sécurité. Le panneau avec le téléphone où il y a écrit SOS et l'extincteur rouge indique une niche de sécurité. C'est un petit local équipé d'une borne d'appel d'urgence et d'au moins un extincteur. Mais il ne s'agit pas d'une issue de secours, et je ne dois pas compter sur ce local pour me protéger d'un incendie ou de ses fumées. Il n'est ni isolé ni étanche et ne comporte aucune issue. Le panneau vert à droite symbolise une issue de secours. Cette issue va me permettre d'évacuer le tunnel de façon sécurisée. Donc la niche de sécurité se trouve, réponse A à gauche, l'issue de secours se trouve, réponse D à droite, réponse A et D. Dans un embouteillage, ma consommation de carburant peut doubler. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est recommandé d'éteindre le moteur lors des arrêts prolongés. Réponse C, oui. Réponse D, non. C'est en ville que la consommation de carburant d'une voiture est la plus élevée. Une voiture qui consomme environ 6 litres au 100 atteindra ainsi 9 litres sur un parcours urbain, soit 50% de plus. Les bouchons sont encore plus gourmands en carburant que la ville. Dans ce cas-là, la consommation de la voiture est doublée, ainsi que la pollution. En cas d'arrêt prolongé à partir de 20 ou 30 secondes prévisibles, il est préférable de couper le moteur. De cette manière, j'économise du carburant. Dans un embouteillage, ma consommation de carburant peut doubler. Réponse A, oui. Il est recommandé d'éteindre le moteur lors des arrêts prolongés. Réponse C, oui. Réponse A et C. En cas de vol de mon permis, je le déclare à la police ou à la gendarmerie. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je recevrai un reçu valide pour la conduite d'une durée de. Réponse C, 2 mois. Réponse D, 6 mois. Si vous êtes victime du vol de votre permis de conduire, il faudra faire une déclaration de vol dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Vous pouvez faire une pré-plainte en ligne et signer ensuite votre plainte sur place dans un commissariat ou une brigade. Un récépissé vous sera alors remis pour vous permettre de conduire uniquement en France. Le récépissé remplace le permis pendant 2 mois. Durant cette période, vous devez demander un nouveau permis de conduire. La demande se fait via un téléservice disponible sur le site ANTS. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc en cas de vol de mon permis, je le déclare à la police ou à la gendarmerie. Réponse A, oui. Je recevrai un reçu valide pour la conduite d'une durée de. Réponse C, 2 mois. Réponse A et C. Ce panneau indique une bifurcation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une sortie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau annonce 2 directions à droite proches l'une de l'autre. La première n'est pas une bifurcation mais une sortie, la numéro 38. La deuxième est une bifurcation qui nous amènera sur l'autoroute A61. Ce panneau indique une bifurcation, réponse A, oui. Une sortie, réponse C, oui. Réponse A et C. Le seul permis B limite le PTAC, poids total autorisé en charge, ou nouvellement MMTA,
Masse maximale techniquement admissible des remorques que je peux tracter à réponse A 500 kg, réponse B 750 kg. Il n'est pas possible de tracter n'importe quelle remorque ou caravane avec le seul permis B. Il faut parfois faire une formation, voire passer un permis spécial. Cela dépend du poids total autorisé en charge de la remorque et de la voiture. Le terme PTAC est remplacé actuellement par MMTA. C'est la masse maximale techniquement admissible. Si le poids total autorisé de la remorque ne dépasse pas 750 kg, le permis B suffit dans tous les cas. Donc le seul permis B limite le poids de ma remorque à, réponse B, 750 kg. Je circule sur une chaussée A, réponse A, sens unique, réponse B, double sens. Pour cette question, l'indice à prendre en compte est la ligne continue située à gauche de la chaussée. Si elle existe, c'est obligatoirement que la chaussée est à sens unique. Je circule sur une chaussée A, réponse A, sens unique. Quelle est la vitesse minimale à maintenir sur la voie de gauche? Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Actuellement, je circule sur l'autoroute comme l'indique le panneau bleu. Ma vitesse est limitée à 130 km/h et à 110 km/h si je suis en période probatoire ou qu'il pleut. Il n'existe pas de limitation minimum sur l'autoroute, mis à part les voies pour véhicules lents. La seule règle en ce qui concerne une vitesse minimum à avoir se trouve dans la voie de gauche. Je ne dois pas circuler en dessous de 80 km/h. Donc, quelle est la vitesse minimale à maintenir sur la voie de gauche? Réponse B, 80 km/h. Si je perds l'intégralité de mes points pendant ma période probatoire, je devrais faire une visite médicale. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réaliser des tests psychotechniques. Réponse C, oui. Réponse D, non. La perte de la totalité des points sur le permis de conduire pendant la période probatoire entraîne une invalidation de celui-ci. Si c'est le cas, vous allez devoir faire une demande de permis de conduire et devoir repasser les deux épreuves, le code plus la conduite. Vous allez devoir aussi passer une visite médicale pour vérifier vos aptitudes et un test psychotechnique. Et bien sûr, tout cela sera à vos frais. Si je perds l'intégralité de mes points pendant ma période probatoire, je devrais faire une visite médicale, réponse A, oui. Réaliser des tests psychotechniques, réponse C, oui. Réponse A et C. Je serai prioritaire par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau triangle est un panneau de danger. Il indique la proximité d'une chaussée rétrécie. Le panneau carré avec les deux flèches est un panneau de priorité à la circulation en sens inverse. Il est présent sur des sections de route où un rétrécissement de la chaussée empêche deux véhicules de sens opposé de circuler en même temps. Je serai prioritaire par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Réponse A, oui. Mon rétroviseur intérieur dispose d'un mode nuit pour réduire l'éblouissement des phares du véhicule derrière moi. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Un rétroviseur intérieur possède généralement une position nuit permettant de réduire l'éblouissement. Cette position peut être enclenchée manuellement par le conducteur ou de façon automatique. Cette nouvelle technologie de rétroviseur s'appelle rétroviseur électrochrome. Mon rétroviseur intérieur dispose d'un mode nuit pour réduire l'éblouissement des phares du véhicule derrière moi. Réponse A, oui. Je vais rencontrer une succession de passages piétons. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je m'engage sur une route prioritaire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau triangle est un panneau de danger et ce panneau s'appelle passage pour piétons. Il est destiné à rappeler aux conducteurs que les piétons sont prioritaires dès lors qu'ils montrent leur intérêt à vouloir traverser. Le panonceau en dessous nous indique que je vais rencontrer une succession de passages piétons. Le panneau en losange jaune nous indique que nous circulons sur une route prioritaire. Donc je vais rencontrer une succession de passages piétons. Réponse A, oui. Je m'engage sur une route prioritaire. Réponse C, oui. Réponse A et C. Sur cette route à double sens avec créneau de dépassement, la vitesse maximale autorisée est 2. Réponse A, 90 km/h. Réponse B, 110 km/h. Les routes à double sens avec créneau de dépassement sont constituées de plusieurs voies de circulation. Vous avez 2 voies de circulation dans un sens et une voie dans l'autre, ou bien 2 voies dans chaque sens. De notre côté, la deuxième voie permet le dépassement des véhicules. Le panneau d'indication de créneau de dépassement annonce le début de ces portions de route. La vitesse y est limitée à 90 km/h. La voiture qui arrive en face de moi, quant à elle, est limitée à 80 km/h. Sur cette route à double sens avec créneau de dépassement, la vitesse maximale autorisée est de, réponse A, 90 km/h. L'intervalle de temps à respecter entre mon véhicule et celui qui me précède doit être d'au moins. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Réponse D, 4 secondes. Les intervalles de sécurité sur la route sont essentiels pour prévenir les accidents et assurer une circulation fluide. Ils permettent aux conducteurs de réagir en cas d'imprévu, comme des freinages brusques ou des obstacles soudains. En respectant ces distances, les conducteurs contribuent à une conduite plus sécurisée pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la route. L'intervalle de temps à respecter correspond à ma distance d'arrêt, c'est-à-dire 1 seconde plus 1 seconde. Mon temps de réaction d'1 seconde, plus ma distance de freinage d'1 seconde. Donc, l'intervalle de temps à respecter est de 2 secondes. Réponse B. À retenir sur l'autoroute, l'intervalle de temps à respecter correspond à 2 bandes d'arrêt d'urgence. La signalisation m'indique que cette route est prioritaire. Uniquement à la prochaine intersection. Réponse A, oui. Réponse B, non. Tout au long de la traversée de l'agglomération. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau losange jaune nous indique que nous circulons sur une route à caractère prioritaire. Le panneau rectangulaire se situant en dessous nous indique que nous entrons en agglomération. Le panneau en losange jaune nous indique que nous n'aurons pas à céder le passage à la prochaine intersection ni aux suivantes. Mais dans cette agglomération, cette route peut très bien perdre son caractère prioritaire. La signalisation nous en avertira. Donc la signalisation m'indique que cette route est prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Réponse B, non. Tout au long de la traversée de l'agglomération, réponse D, non. Réponse B et D. La circulation devant moi ralentit brusquement. Étant le dernier véhicule de ma file, j'active mes feux de détresse. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Lorsque la circulation ralentit fortement devant vous, vous devez allumer vos feux de détresse si vous êtes le dernier véhicule de votre file. Ce comportement permet d'avertir les usagers arrivant derrière vous. Donc si la circulation devant moi ralentit brusquement, étant le dernier véhicule de ma file, j'active mes feux de détresse. Réponse A, oui. La consommation de carburant d'un véhicule est plus élevée lorsque le moteur est. Réponse A, chaud. Réponse B, à froid. Lors du premier kilomètre parcouru, un moteur froid consomme environ 50% de plus de carburant qu'un moteur chaud, et il pollue et s'use beaucoup plus vite. Quand il est froid, le moteur est moins efficace en termes de combustion du carburant. Les moteurs sont conçus pour fonctionner à certaines températures. Lorsque le moteur est froid, il ne brûle pas le carburant aussi efficacement, ce qui augmente la consommation. Les pièces à l'intérieur du moteur demandent plus d'efforts mécaniques car elles ne sont pas dilatées, et le mélange air-carburant n'est pas optimisé pour l'injection. Donc la consommation de carburant d'un véhicule est plus élevée lorsque le moteur est, réponse B, à froid. Je concentre principalement mon attention sur la zone A, zone 1, B, zone 2, C, zone 3. N'hésitez pas à zoomer sur l'image, sur YouTube vous le pouvez. À droite de l'image, on voit la piétonne entre les deux voitures qui est prête à traverser. Devant moi, j'ai un ralentisseur, ça veut dire qu'il va falloir que je réduise ma vitesse et je vais laisser passer la piétonne. Dans tous les cas de figure, quand vous voyez un piéton, vous le laissez traverser systématiquement. Je concentre principalement mon attention sur la zone, réponse A, zone 1. En cas de panne de carburant, je risque une amende si je me trouve sur une route, réponse A oui, réponse B non. Une autoroute, réponse C oui, réponse D non. Sur une route, je ne risquerai aucune amende si je tombe en panne d'essence. Sur une autoroute, vous êtes passible d'une amende. Celle-ci s'élève à 35 € et peut être majorée à 75 €. Si l'agent de police qui vous a trouvé estime que l'emplacement où vous êtes garé est dangereux pour les autres usagers, la note peut monter à 135 €. En cas de panne de carburant, je risque une amende si je me trouve sur une route, réponse B non. Sur une autoroute, réponse C oui. Réponse B et C. Les deux principaux facteurs qui affectent la distance de freinage sont réponse A, la température extérieure, réponse B, la vitesse, réponse C, l'adhérence. Les principaux facteurs qui affectent la distance de freinage d'une voiture sont variés. En numéro 1, c'est la vitesse du véhicule. Plus la voiture roule vite, plus la distance de freinage est longue. En numéro 2, c'est l'état de la route, donc l'adhérence. Les routes mouillées, verglacées, couvertes de neige augmentent la distance de freinage. Le type de route joue bien évidemment aussi sur la distance de freinage. Une route en bitume offrira une meilleure adhérence qu'une route en terre ou en gravier. En numéro 3, on a les conditions météorologiques. On a aussi l'état des pneus, l'état du système de freinage, la réaction du conducteur. Les deux principaux facteurs qui affectent la distance de freinage sont réponse B, la vitesse, réponse C, l'adhérence. Si je circule avec une roue de secours de type galette, je pourrais atteindre une vitesse maximale de 50 km/h, réponse A, oui, réponse B, non. 80 km/h, réponse C, oui, réponse D, non. Il existe deux types de roues de secours. La roue de secours normale, c'est exactement la même roue que les autres. Avec celle-ci, vous pouvez rouler sans problème et sans limitation de vitesse. Il existe un second type de roue de secours, ce sont les roues de secours de type galette. Ce sont des petites roues qui sont fines et qui ne prennent pas beaucoup de place dans le coffre. Avec ce type de roue, il n'est pas conseillé de dépasser les 80 km/h. Vous pouvez toujours rouler sur l'autoroute, mais en limitant fortement votre vitesse. Si je circule avec une roue de secours de type galette, je pourrais atteindre une vitesse maximale de
50 km/h, réponse B, non. 80 km/h, réponse C, oui. Réponse B et D. Comparé à un piéton adulte, un piéton enfant est, réponse A, désavantagé par sa petite taille. Réponse B, plus imprévisible. Réponse C, perçoit moins bien les dangers. Réponse D, perçoit mieux la vitesse des véhicules. Les enfants sont des piétons particuliers, leur champ visuel est plus étroit, ils ne voient pas aussi bien sur les côtés qu'un adulte, la signalisation n'est pas à leur niveau et ils ne voient pas au-dessus des voitures, ni à travers leurs vitres. D'autre part, ils repèrent moins bien l'origine d'un bruit, ne savent pas évaluer la distance qui les sépare d'un véhicule ou mesurer sa vitesse, et ils ont du mal à se concentrer sur deux choses à la fois. Tout cela les rend imprévisibles, alors il faut particulièrement s'en méfier et ralentir à chaque fois qu'un endroit est fréquenté par des enfants. Donc comparer un piéton adulte, un piéton enfant est, réponse A, désavantagé par sa petite taille. Réponse B, plus imprévisible. Réponse C, perçoit moins bien les dangers. Réponse A, B et C. De cette manière, j'ouvre ma portière convenablement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je perçois tout ce qui se passe dans mes rétroviseurs. C, réponse oui. D, réponse non. Il faut toujours ouvrir les portières avec la main opposée, que ce soit le conducteur, que ce soit les passagers. Dans cette situation, elle devrait ouvrir la portière avec sa main droite, ce qui lui permettrait de se rapprocher de la rue, de tourner les épaules et de voir ce qui se passe de plus près, derrière, dans le rétroviseur, dans l'angle mort. Je perçois tout ce qui se passe dans mes rétroviseurs. Eh bien non, ce que vous percevez dans les rétroviseurs, c'est uniquement le reflet d'une image. Donc toujours compléter la vision en se retournant, en regardant de façon directe les choses. Donc réponse B, non. Réponse D, non. En attendant les secours pour un motard impliqué dans un accident, je dois A. Le déplacer hors de la chaussée. B. Lui donner à boire. C. Lui parler pour le rassurer. D. Lui retirer son casque. Si jamais vous êtes confronté à une situation où un motard a eu un accident, la première chose c'est de ne pas lui enlever son casque. Ça pourrait toucher ses cervicales, ça pourrait aggraver le problème. Le déplacer, c'est la même chose. Ça ne ferait qu'aggraver en cas de problème. Lui donner à boire, on ne lui donne pas à boire non plus. La seule chose à faire si vous êtes présent lors d'un accident de moto, c'est de lui parler pour le rassurer. Donc réponse C. À la prochaine intersection, je peux rencontrer un céder le passage. A. Réponse oui. B. Réponse non. Un stop. C. Réponse oui. D. Réponse non. Donc à gauche de l'image, on voit un panneau qui nous indique un sens giratoire. Donc dans cette situation, vous trouverez toujours, avant d'entrer dans le sens giratoire, un panneau céder le passage, ainsi que des marquages au sol. Donc, dans cette situation, avant de vous engager, vous laissez la priorité à gauche. Donc à la prochaine intersection, je peux rencontrer un céder le passage, réponse A, oui. Un stop, non. Réponse A et D. Lors de la vente d'une voiture âgée de plus de 4 ans, le contrôle technique doit être vierge de tout défaut. Réponse A, oui. Réponse B, non. Doit avoir moins de, réponse C, 3 mois, réponse D, 6 mois. Une voiture de plus de 4 ans doit être vendue avec un contrôle technique datant de moins de 6 mois. La seule exception, c'est si vous vendez ce véhicule à un garage ou à un concessionnaire.
Pour les véhicules ayant moins de 4 ans, vous pouvez le vendre sans preuve de contrôle technique. Les différents points vérifiés lors du contrôle technique sont multiples, il y en a 133. Contrôle des équipements de freinage, identification du véhicule, direction, visibilité, feu, dispositif réfléchissant, essieux, roues, pneus, suspension, châssis, etc., etc. Attention, certains défauts ne sont pas retenus lors du passage du contrôle technique. Par exemple, si les sièges comportent des traces, de l'usure, si la peinture est rayée à certains endroits, eh bien le contrôle technique sera validé. Lors de la vente d'un véhicule âgé de plus de 4 ans, le contrôle technique doit être vierge de tout défaut, réponse B, non. Doit avoir moins de, réponse D, 6 mois, réponse B et D. Une descente dangereuse de 10% commence dans 150 mètres. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je freine légèrement de manière continue. Réponse oui, C. J'utilise le frein moteur et je freine de façon discontinue. Réponse D, oui. Sur l'image, on voit le panneau descente dangereuse. Toujours la même chose, les panneaux hors agglomération se trouvent à 150 mètres du panneau et en agglomération se trouvent à 50 mètres. Dans une descente, il ne faut pas utiliser les freins en continu, tout simplement parce que ça va bouffer les freins, ça va les user. Dans cette situation, il faut utiliser le frein moteur. Le frein moteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le moteur qui absorbe la vitesse. La pente fait tourner les roues et les roues font tourner le moteur. Et le moteur prend cette énergie. Et c'est pour ça que la voiture est bloquée dans sa descente et ralentie dans sa descente grâce au frein moteur. Une descente dangereuse de 10% commence dans 150 mètres. Réponse A, oui. Je freine légèrement de manière continue, c'est non. J'utilise le frein moteur et je freine de façon continue, oui, réponse D. Donc réponse A et D. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Dis-moi en commentaire à combien de fautes tu en es et quand est-ce que tu as prévu de t'inscrire pour le code.